Om ye dharma hetu prabhava hetum te shantabhagato hyavada te sanchayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha. Tesham chayo nirodha yevam vadi mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhava hetum desham tathagato yavadat tesham chayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha. Donc ce matin, nous avons vu les 4 essentiels. Le premier, c'est l'essentiel d'identifier l'objet de négation. Ensuite, une fois qu'on a identifié l'objet de négation, c'est pour voir comment quelque chose pouvait exister de manière objective. Même après avoir appris ces choses telles que exister de manière objective, exister de manière indépendante, de l'esprit qui projette, malgré tout, ce qu'on doit comprendre, ne vous inquiétez pas trop par rapport à cela, mais ce qu'on doit faire avant de faire ces 4 essentiels, tant que vous avez le sentiment que ce que je vois, ce n'est pas vraiment là, si vous avez ce sentiment, c'est déjà suffisant, et puis après vous allez le raffiner. Vous devez étudier plus, réfléchissez plus, méditez plus, et de plus en plus, l'objet de négation va devenir de plus en plus clair. Ce n'est pas que dès le départ, l'objet de négation va devenir extrêmement clair, etc. Non, ce n'est pas comme ça. Donc le point, c'est un voyage continu, et donc c'est un voyage extrêmement intéressant aussi. Et un autre point, c'est qu'il faut essayer vraiment de faire en sorte d'étudier plus pour pouvoir poursuivre ce chemin, étudier plus, réfléchissez plus, méditez plus. Et donc, dans certains cas, vous pourriez obtenir une certaine expérience. Il y a 2 choses. L'une, c'est que vous pourrez avoir une expérience, vous pourriez être totalement démoralisé par une petite expérience ou surexcité. Vous pourrez dire, ah, mais ça, cette expérience de la vacuité, non. L'expérience de la vacuité nécessite un voyage continu. Donc, vous pourriez avoir initialement la sensation que l'objet, la façon dont il m'apparaît n'existe pas de cette façon. Donc, c'est garanti qu'en effet, la façon dont il apparaît, ce n'est pas sa façon d'exister. Vous pourriez avoir cette sensation. Donc, essayez d'étudier plus et de réfléchir plus. C'est l'exemple, l'instruction donnée par Je Tsongkhapa. Ne soyez pas complaisants. Dans certains cas, vous pourriez avoir une certaine expérience d'une certaine vacuité, d'un certain vide, parce qu'on parle des 5 strates de vacuité, et vous pourriez arriver quelque part, et là vous dire, ah, ça y est, je l'ai obtenu, et là vous n'allez jamais vous développer, puisque la vacuité, c'est un phénomène extrêmement subtil, et donc si vous dites, ah, tiens, je l'ai trouvé, ça va vous empêcher de continuer. Et donc c'est un voyage continu. Il faut garder ça à l'esprit. Le voyage vers la vacuité, vous allez, par exemple en Inde, si vous allez du nord jusqu'au sud, vous allez voir que vous allez rencontrer de nombreux types de paysages, des paysages variés.
Et donc la vacuité de la même façon, c'est un voyage. Vous allez à un endroit, vous allez avoir une expérience, vous allez continuer, puis vous allez avoir une expérience plus profonde, etc. Et c'est un voyage continu, et à chaque fois vous allez de plus en plus loin, de plus en plus profond, et à un certain point, ça pourrait être un peu démoralisant. Parce que vous pourriez rester figé à un endroit et vous pourriez vous dire, je n'arrive nulle part. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez, par exemple, il y a différentes méthodes pour faire en sorte d'obtenir la vacuité et donc pour poursuivre. Pour cela, ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est que par exemple le corps que nous avons, il est fait de ce que nous avons maintenant, la personne que nous sommes faits de 6 éléments ou de 5 agrégats. Cette fleur, par exemple, elle est faite de milliards et de milliards d'atomes. De la même façon, par exemple, vous êtes en face d'un cheesecake, et ce cheesecake, il est fait de milliards d'atomes. Et la maison dans laquelle nous sommes, elle est faite de milliards d'atomes. Et donc, tous ces phénomènes tangibles sont faits de milliards d'atomes. Et notre esprit est fait d'innombrables séquences infinitésimales d'esprit. Et donc, avec cela à l'esprit, quel est le second essentiel? L'essentiel de comprendre, la vacuité de l'objet, d'être un avec ses parties. Très bien. Et donc avec cet essentiel, ce que nous faisons, c'est que et donc ceci est relié avec ce que la compagnie, la NASA, par exemple une feuille, donc il y a par exemple une feuille, tout simplement une feuille d'arbre, d'un buisson, et ils se sont focalisés sur une feuille, et de cette feuille, ils sont allés dans le monde macroscopique. Est-ce qu'il y a la possibilité de projeter ici? Ça peut être possible. S'il a la possibilité, alors on verra ensemble, on aura le projecteur et l'écran, on peut prendre le mur. C'est le projecteur et l'écran, ça peut être n'importe où sur le mur. Et on pourrait voir sur un écran, un grand écran, ça sera plus efficace. Depuis le buisson, ils vont choisir une petite feuille de quelques centimètres carrés, et puis ils vont aller dans le monde macroscopique. Ils vont dézoomer en fait depuis le buisson, on va voir la ville, et puis l'Amérique tout entière, et le monde tout entier, et puis le système solaire, et puis la galaxie, et puis l'univers tout entier. C'est de cette façon le dézoomer depuis la feuille d'arbre, de buisson jusqu'au monde macroscopique. Et puis, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ça c'est la réalité, c'est pas juste des images fabriquées, c'est la réalité. Et puis du macroscopique, ils vont aller du macroscopique, de l'univers, jusqu'à la galaxie, et puis le système solaire et la planète, et puis jusqu'à l'Amérique, et ils vont zoomer jusqu'au buisson, jusqu'à la feuille, et ils vont aller dans le microscope. Et ils vont aller dans les cellules de la feuille, et puis dans le noyau des cellules, et puis dans les chromosomes, et puis dans les atomes, les particules des atomes. Et c'est comme ça qu'ils vont aller dans le monde microscopique. Notre vie, notre existence, la qualité de notre vie,
Oh, c'est une personne heureuse, malheureuse, je suis heureux, pas heureux. Cela est déterminé par pourquoi est-ce qu'on a besoin. On a besoin de l'air conditionné, la nourriture, les voitures, on a besoin des feux de signalisation, et puis les systèmes gouvernementaux, etc. Mais pourquoi on a besoin de toutes ces choses? C'est pour nos sensations. C'est d'accord? C'est d'accord avec moi? C'est pour nos sensations. Parce que quand la population grandit, les gens vont essayer de s'engager dans des actes un peu d'aller contre les lois, etc. Et donc pour aller contre de là, il y a les gouvernements qui vont générer la démocratie pour faire en sorte que les personnes individuelles puissent être heureuses. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et donc ça c'est très important. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'en effet il y a les gouvernements et puis il y a l'air conditionné puis la nourriture. On a besoin d'un endroit spécial. On a besoin de l'air pur avec pour se protéger du climat, de réchauffement climatique. Pourquoi est-ce qu'on parle de réchauffement climatique? Quel est le problème avec le réchauffement climatique finalement? Et donc l'écologie. Certains vont dire que les activistes pour l'environnement, pourquoi est-ce qu'ils se battent pour l'environnement? Pourquoi? Et pourquoi pour les animalistes, pour les partis des animaux, les activistes des animaux? Et il y a Amnesty International. Pourquoi est-ce que ça existe? Et donc, vous allez voir que tout cela est lié à tous les individus, pour les sensations, les sentiments des individus. Et c'est ce qu'on doit explorer. On ne parle jamais de ces choses-là. Bien sûr, si vous allez prendre des exemples, par exemple, vous allez apprendre. Si vous réfléchissez, vous allez voir que tout cela est associé à l'individu et les sentiments individuels sont importants. Et maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, les sentiments, les sensations qui gouvernent les individus. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venu au centre Kalachakra ou pas? Que vous soyez venu ou pas? Que vous ayez pris le dîner ou pas? Combien d'entre vous vous appelle au dîner? Il y a quelques personnes. Sophie? Sophie, tu as pris le dîner? Ah non, tu as appelé le dîner? Thomas? Oh non. Sophie? Ils sont là? Combien là? Gisela, Virginie, qui d'autre? Qui? Le point ici, c'est que je dis, c'est que toutes ces choses que nous faisons, on doit avoir le dîner, le petit déjeuner, un bon petit déjeuner, d'une certaine manière, c'est lié à nos sensations. Donc, en d'autres termes, le monde dans lequel nous vivons, le monde du samsara, il est mu par ce sont nos fonctions mentales qui décident où nous sommes. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ce sont nos fonctions mentales. Qu'est-ce qu'on entend par l'inconfort? Par exemple, ce couvercle-là, et il y a des insectes qui sont là, et je sais que si le couvercle n'est pas là, si le couvercle est là, donc ça va rester, le jus va rester bon. Mais je suis un peu paresseux de remettre le couvercle dessus. Et donc, qu'est-ce qu'il arrive dans mon esprit? Pourquoi il y a cette paresse? Qu'est-ce que ça veut dire la paresse? Je sais que ça devrait aller là, mais je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Cela engendre une sensation déplaisante d'avoir à remettre le couvercle sur la tasse. Il y a une sensation déplaisante, vous comprenez? Avec ces sensations déplaisantes, cela m'empêche de remettre le couvercle dessus. Alors que c'est la façon dont notre esprit fonctionne, c'est magnifique. Alors que si, je me dis,
Oh, ce jus est extrêmement bon pour pour ma santé. J'ai tellement besoin de faire attention à ma santé pour que mon esprit fonctionne bien, etc. Et à ce moment-là, et donc cela va aller au-delà de ma sensation déplaisante d'avoir à mettre le couvercle. Et donc il va y avoir la sensation, mais malgré tout, j'aurai la sensation plaisante qui va me dire je dois mettre le couvercle là. C'est la façon dont nos actions sont gouvernées par nos sensations. C'est très simple. Et le Bodhisattva Shantideva dit dans le Bodhisattva Charyavatara, qui dit dans le chapitre 6, par exemple, pour soigner la colère, qui est la patience. Et voilà, jusqu'à maintenant, vous avez des sensations qui sont là. Si vous pouvez avoir une vision panoramique des choses. Virginie 19. C'est une bonne question. Donc, on dit que c'est une sensation déplaisante. Est-ce que ça peut être une habitude aussi? Ce que Virginie a dit. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a les sensations d'un côté. Et puis, il pourrait y avoir une certaine habitude, on pourrait avoir. Ça, c'est une discussion intéressante. Combien d'entre vous pense que cela fait sens aussi, en effet, les habitudes. Ce n'est pas que les sensations, ça pourrait être les habitudes qui... Et donc, ça pourrait ne pas se contredire, être contradictoire. Qu'est-ce que c'est? Le fait d'éternuer, c'est les sensations ou une habitude? L'instinct, c'est une réaction involontaire du corps. C'est une réaction du corps involontaire. Ou c'est quoi? C'est que vous avez l'habitude est-ce que c'est volontaire, involontaire? C'est quoi? Une habitude. C'est votre venue indépendance. C'est une origine indépendante. Ça, c'est garanti. Ça, c'est 100%. C'est une origine dépendante. Mais quel type d'origine dépendante? C'est la dépendance d'habitude, la dépendance de sensation, ou c'est une réaction naturelle? Si mon corps était un cadavre, si mon corps avait été un cadavre, et que ce facteur arrive, une irritation arrive, est-ce que vous allez éternuer? Non. Non, il n'y a pas d'éternuement. Quoi que vous mettiez dans le nez, etc., des verres, etc., il n'y aura pas du tout d'éternuement. Vous comprenez? C'est une discussion extrêmement sérieuse. Et donc toutes ces questions sont tellement utiles. C'est pourquoi c'est tellement utile. Et donc quand on a dit que j'étais avec un couple qui un membre important de la société bouddhiste qui était, et donc son mari était un physicien et il était extrêmement brillant et il pratique aussi le clavier, la musique. Et on était 4-5 personnes, comme on s'est réunis là. Il y avait 2 amis d'Inde, et il y avait le mari, la femme, le scientifique et la dame, la femme. On était 5, et on parlait de ces exercices de piano, et il disait, mais c'est magnifique. Initialement, comment les doigts bougent. Initialement, c'est avec la conscience, on est conscient, on doit être attentif. Je dois lever ce doigt, je dois appuyer cette touche, etc. sur le clavier. Et après un certain temps, quand vous l'avez appris, vous n'avez plus besoin de penser. Vous n'avez pas besoin de la conscience, c'est automatique. Ça devient une habitude. Donc ce mouvement pourrait être en dehors des sensations ou de la conscience. C'est ce qu'il a dit. C'est automatique.
C'est ce qu'a dit Virginie. Ça pourrait être une habitude aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par habitude? Qu'est-ce qu'on entend par habitude? La répétition, oui. Par exemple, quand on parle, pour parler une langue, ce que le scientifique a remarqué, c'est exactement ce que j'ai remarqué quand j'ai étudié la flûte. Avant d'être moine, quand j'étais jeune, on jouait de la flûte. Initialement, il fallait tellement être attentif, il fallait sur quelle touche il fallait appuyer, etc. Et après un certain temps, quand vous avez une certaine habitude, et j'observais simplement qu'elle doit fonctionner, je ne pouvais même pas distinguer lesquels c'était automatique, ils bougeaient automatiquement, c'était par l'habitude. Le scientifique disait, c'est purement automatique, c'est ce mot, c'est même ces mots, c'est purement automatique, il n'y a même pas besoin de sensation, de la conscience, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ma réponse était oui, c'est vrai, mais comme a dit Howard, ce n'est pas contradictoire. Ce qu'on appelle automatique et indépendance des sensations, ce n'est pas contradictoire. Il n'y a pas de contradiction ici. Ce qu'il a expliqué comme étant contradictoire, au début vous avez besoin de la conscience, de l'attention, et après vous n'avez plus besoin, c'est automatique. C'est ce qu'il a dit. Et c'est un scientifique, donc il n'accepte pas, vous n'allez pas dire « Oh non, ce n'est pas correct », il ne va pas simplement dire, il ne va pas accepter ce que vous allez dire comme ça. Lui, c'est un scientifique, il n'a besoin d'accepter que si vous expliquez et qu'il va dire « Ah oui, en effet, c'est vrai ». Et donc, j'ai dit « Oui, en effet, c'est vrai, j'ai la même expérience, j'ai partagé cette expérience avec lui, et je lui ai dit que... » Et donc, mon cher... le premier jour, pour appuyer sur la touche, vous appuyez sur la touche, ça pourrait prendre une seconde. Ok, ça va prendre une seconde, et ça, je dois appuyer sur cette touche. Après, au troisième jour, vous allez prendre une demi-seconde. Ça va aller plus vite. Cette conscience, cette attention va être plus vite, plus rapide. Ensuite, ce qu'il advient, c'est que c'est votre conscience qui s'est exercée, qui va plus vite. Et le cinquième jour, et donc c'est un quart de seconde, ça va tellement vite. Et le septième jour, c'est un dixième de seconde, ça va tellement vite. Et là, vous pensez, mais c'est automatique, et vous avez l'impression que c'est automatique, mais c'est la conscience qui est là. La conscience est tellement exercée que la durée de l'attention, de la conscience, elle va être encore plus rapide. D'une seconde, ça va passer à un vingtième de seconde. La durée de la conscience va être plus rapide, en fait, ça va être plus brève, et vous avez l'impression que c'est automatique. Et lui, avec cette réponse, il était content. Et donc, ce que je dis, c'est que le Bodhisattva Shantideva dit « Il n'est rien dans ce monde qui ne soit pas aisé avec de l'habitude, avec la familiarisation. Il n'y a rien dans ce monde qui ne devienne facile avec l'habitude. » Et qu'est-ce qu'on entend par l'habitude? Au début, pour courir. On n'a jamais couru 1 kilomètre pendant une année. Et puis vous dites, ah, il faut que je fasse de l'exercice, je veux commencer à courir. Vous faites du jogging, donc vous faites un demi kilomètre, vous êtes épuisé. C'est extrêmement fatigant. Et puis avec l'habitude, avec la répétition, et puis vous répétez. La prochaine fois, vous répétez encore 3 fois, 4 fois, 5 fois, et après c'est très facile de faire un demi-kilomètre. Et qu'est-ce qu'on entend par facile? Ça veut dire que vous allez faire un demi-kilomètre et vous vous sentez bien, alors qu'avant, vous ne sentiez pas bien. Et donc le premier sentiment, c'est que c'était de l'inconfort. C'était pas facile. Et après 10-20 fois, vous avez ce sentiment de confort. Vous êtes à l'aise. C'est plus facile. Après 10-20 fois de la même pratique, ça devient plus facile. Les gens vont faire 100 km. L'un de mes amis en Israël, il a fait combien? 122 km en 1 heure.
Enfin, en 22 heures. Pour nous, de courir un demi-kilomètre, c'est déjà c'est tellement difficile, ça fait tellement mal. Et puis, vous entraînez 20 fois en un mois, et donc ensuite, vous allez courir 1 kilomètre, 2 kilomètres. Et puis après, vous avez couru un demi-kilomètre. C'est tellement facile pour vous. Facile, easy en anglais. Easy, ça veut dire que c'est facile, qu'il y a un sentiment confortable. Alors qu'avant, c'était déplaisant. Et après, c'est plaisant. Avant, c'était déplaisant, c'était inconfortable, ça devient plaisant. Et donc, ce sentiment plaisant va faire en sorte que vous allez courir plus. Ça va être plus facile. Qu'est-ce qui contribue à faire que ça devienne plus facile, que vous êtes plus à l'aise? Et donc, il y a besoin de plusieurs facteurs. Le facteur 1, vous courez, et puis vous vous dites, je vais avoir un super corps, etc., je vais avoir une bonne santé, vous avez la motivation. Et puis après, vous avez des bonnes chaussures, des super chaussures de sport. Si vous n'avez pas de bonnes chaussures, donc après les semelles, vous avez des cailloux, vous sentez les cailloux extérieurs, vous n'allez pas pouvoir courir bien. Alors qu'avec des bonnes chaussures, vous allez pouvoir. Et il ne fait pas trop chaud. C'est il fait un temps super, vous pouvez courir facilement. Et puis les gens courent avec vous. Là, vous allez vous sentir que vous pouvez courir plus. Et puis, et ça dépend des facteurs. Et donc, de quoi on parle? Virginie, 18. Donc, pourquoi le couvercle? Le couvercle sur la tasse. Et donc là, paresse, par exemple, à cause des sensations déplaisantes. Ce sont les sensations qui décident de nos actions. Les sensations décident, les habitudes pourraient rendre les choses plus faciles. Les habitudes rendent les choses plus faciles. Ça veut dire qu'il y a plus d'aise, plus de facilité, plus de confort. Et donc, c'est l'habitude engendre de l'aise, et l'aise engendre Très bien, encore. C'était une bonne discussion. Avant que vous fumiez, avant d'avoir une mauvaise habitude, vous avez une sensation déplaisante et vous avez une sensation plaisante quand vous vous apprêtez à fumer. Et c'est ce qui va vous faire fumer. Et après fumer, vous avez une sensation déplaisante et donc vous regrettez. Vous avez la sensation déplaisante à cause de différents facteurs. Et donc maintenant vous fumez. Au début vous avez des sensations plaisantes qui font que vous fumez. Et après qu'est-ce qui reste? Vous avez les difficultés de santé, les problèmes de santé, etc. Tout ce que vous avez appris, tout ça, ça va être prédominant. Au début c'était les sensations plaisantes de fumer qui vous font en fait, vous avez les sensations plaisantes qui empêchent les sensations les pensées déplaisantes par rapport au fait de fumer. Et ensuite, c'est après que ça vient, vous avez les pensées qui vous disent, oh là là, pour ma santé, etc. C'est ça qui est prédominant. Donc à nouveau, les sensations déplaisantes arrivent. Donc, ce sont certaines sensations qui empêchent certains processus mentaux, conceptuels d'advenir. Vous avez des sensations plaisantes qui adviennent par rapport à la fumée. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que toutes nos actions, tous nos moments sont déterminés par nos sensations. Ça, on devrait être convaincu de cela. Les mauvaises habitudes, les bonnes habitudes, tout cela. Tout cela est déterminé par les sensations. Maintenant, les sensations sont déterminées par
Les sensations sont déterminées par les discriminations, n'est-ce pas? Et donc, l'acte de fumer, c'est l'intention. C'est l'intention. Vous avez l'intention de fumer. L'intention de fumer, elle vient à cause des sensations plaisantes, à l'idée de fumer. Et donc, ça, c'est l'intention qui est en dépendance des sensations. Les sensations elles-mêmes, en dépendance de la discrimination, vous comprenez? On va dire. À part la discrimination, vous allez engendrer des sensations. On va voir ça. Vous êtes prêts? Ça n'a rien à voir avec le fait de boire du jus. Alors, on va dire la fleur. La fleur. Et donc, de quoi on a parlé? On est en train de parler ne dites pas discrimination, soyez précis. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Comment les... Exactement. La prochaine fois, si je ne suis pas là, c'est Anne-Sophie qui fera le coup. Comment les sensations sont générées par la discrimination, vous comprenez? La discrimination ne veut pas dire que la discrimination de genre, de sexe, etc., ça n'a rien à voir avec cela. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est distinguer les choses. C'est distinguer les choses. Ah, ça c'est une fleur. Ah, ça c'est bon. Ça c'est mauvais. Ah, ça c'est une maison. Ça c'est mon ami. Ça c'est mon ennemi, etc. Ça c'est une maison. Ça c'est une fleur. Etc. C'est juste discriminer les choses, identifier les choses. Et bien, elle peut être correcte ou pas correcte. Et donc les sensations. Et donc, est-ce qu'on aime cette fleur? Vous n'avez jamais vu de fleurs aussi pendant plusieurs mois. Et vous voulez voir des fleurs fraîches. Et donc, vous avez toujours vu des fleurs fanées autour de vous, etc. Et là, vous arrivez à voir, vous avez vu des fausses fleurs, etc. Et là, vous voyez une vraie fleur fraîche. Regardez-la. Maintenant, après l'avoir vue, je vais la laisser ici. Je vais la laisser ici. Je ne vais même pas la bouger. Je vais la laisser ici. Est-ce que vous la voyez toujours? Isabelle, tu la vois? Tu es grande, tu peux la voir à distance. Oui. Maintenant, disons, le même objet. Comment ce même objet va générer trois types de sensations différentes? Plaisantes, déplaisantes et neutres. Comment le même objet peut en générer trois types de sensations différentes? N'est-ce pas? Donc vous n'analysez pas du tout. Vous êtes dans la façon normale, habituelle de vivre. Ah, c'est une fleur, ok, c'est une fleur, vous n'analysez pas et c'est fini. Si vous l'analysez, vous allez voir que ce même objet a la capacité d'engendrer trois sensations différentes. C'est trois états émotionnels différents. Hein? Regardez cette fleur avec vos yeux nus. Qu'est-ce que vous voyez à l'œil nu? Qu'est-ce que vous voyez? Une fleur. Ce que vous voyez, c'est quelle est votre discrimination? Discrimination d'une fleur. Maintenant, je ne vous parle pas de vos sensations, mais quel est votre état émotionnel? Et donc c'est déterminé par les sensations. Oh, je me sens tellement léger, oh, tellement lourd, etc. Ça veut dire lourd, ça veut dire des sensations déplaisantes. Léger, ça veut dire des sensations plaisantes. Maintenant, quel est votre état émotionnel quand vous voyez cette fleur? Ça vous sentez léger, etc. Ça veut dire que vous avez des sensations plaisantes. Et donc, votre discrimination de la fleur, d'une fleur magnifique, c'est une sensation attirante, plaisante. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et maintenant, on va sans même toucher l'objet. On va le laisser tel qu'il est. Mais je vais vous demander de regarder au travers du microscope électronique. Je vais vous demander de le voir au travers du microscope électronique et de garder la fleur au travers du microscope électronique. Initialement, c'était une fleur extrêmement tendre. Oui, elle est
tendre, elle est fraîche. Sinon on prend l'orchidée. Elle semble tellement fraîche, tellement jolie, tellement belle. Le même objet, vous allez essayer de zoomer le microscope électronique. Au début, ce qui était tendre, vous voyez que finalement, ce n'est pas si tendre, que ce n'est pas du tout tendre même. C'est juste une tromperie de notre œil, de nos yeux. Et donc, vous allez voir les craquelures à la surface, comme la boue qui s'assèche. C'est quoi? Par exemple, dans un endroit extrêmement sec, extrêmement asséché, la terre, elle se craquelle, il y a des craquelures à la surface. C'est exactement comme ça quand vous commencez à voir, à zoomer avec le microscope. Et donc, ces craquelures, ce sont les distinctions entre les cellules. Et puis, vous zoomez encore, et vous allez voir les cellules qui sont tellement visibles. Et donc la fleur a disparu. Cette fleur jolie a disparu. Ce qui a été une belle fleur, c'était juste une perception. Maintenant, ce que vous voyez, c'est quand vous vous rapprochez de l'objet, vous voyez que la fleur a disparu. Et vous voyez les cellules. Les cellules que vous voyez, est-ce qu'elles sont vraiment là ou est-ce que c'est une exagération? Est-ce que ce sont des cellules ou pas? Oui, ce sont des cellules. Ce sont des cellules. Ce n'est pas de l'exagération. Mais maintenant, laquelle des cellules est magnifique? Aucune d'elles. Aucune des cellules n'est magnifique. Et maintenant, vous allez zoomer à nouveau et vous allez voir le noyau des cellules. Le noyau des cellules. Vous allez zoomer encore. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les chromosomes. Et les chromosomes, ils sont plutôt repoussants à voir. On dirait un serpent un peu marron avec des rayures, etc. C'est plutôt repoussant à voir. Essayez de suivre ce que j'indique. N'essayez pas de voir autre chose. Ah tiens, ça vient de ceci, ça vient de cela. Oh, tout à l'heure, il a dit ceci. Ne pensez pas à autre chose que ce que je suis en train de mentionner. Des instructions. Et donc, une fois qu'une instruction est terminée, je vous donnerai une chance de parler, vous pourrez penser à ce que j'ai dit, etc. Mais pour l'instant, essayez de suivre. Si vous ne payez pas, si vous ne prêtez pas attention à ce que je dis, vous allez penser à autre chose, vous allez passer à côté du point principal. Et donc là, vous allez voir le même objet avec ces chromosomes un peu marron et rayés. Et donc, vous allez voir ces chromosomes rayés, marron, à rayures. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois les chromosomes. Quel est votre état émotionnel? Quelle est votre réaction émotionnelle? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Juste imaginez. Là, je vois un serpent qui bouge comme ça, etc. Quel est votre sentiment? Je ne sais pas que les serpents sont vraiment mauvais, etc. C'est juste votre réaction naturelle. Dans la plupart du temps, c'est plutôt de l'aversion qui arrive. Ce n'est pas le problème du serpent, c'est le problème vient de nous. Et donc l'aversion qui vient, tout à l'heure, le même objet, c'est engendré une sensation plaisante, et maintenant c'est de la répulsion. Le même objet vous donne, engendre de la répulsion en vous. Ce n'est pas suffisant. Et maintenant, cette répulsion, c'est la discrimination de la forme semblable à un serpent, ces chromosomes semblables à un serpent. Et donc, même cela, c'est déceptif. Pourquoi? Parce que si vous zoomez à nouveau, est-ce que vous voyez comme étant des chromosomes? C'est juste des particules qui sont faites d'atomes. Et donc, maintenant, vous allez voir des atomes. Mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est votre discrimination? Un ensemble d'atomes. Et donc, quelle est votre réaction émotionnelle? Plaisante? Déplaisante? Neutre? Maintenant, c'est le neutre qui arrive. Le même objet, la façon dont vous le voyez, d'une certaine manière, vous avez des sensations plaisantes, ensuite vous avez des sensations déplaisantes, et à un autre moment, vous avez des sensations neutres, vous comprenez? C'est la façon dont les sensations sont déterminées par la perception. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez des sensations plaisantes quand vous voyez la fleur au début? Dans le premier cas, vous avez des sensations plaisantes. Pourquoi? Parce que la discrimination d'une belle fleur, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et donc, ces sensations plaisantes venaient
Parce que vous avez la discrimination, l'identification d'une fleur, d'une jolie fleur. Ensuite, deuxième temps, vous aviez une sensation déplaisante. Pourquoi une sensation déplaisante? Mais c'est le même objet, parce que votre discrimination des formes semblables au serpent, des chromosomes. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Très bien. Maintenant, dans le troisième cas, c'est le même objet, donne une sensation neutre. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la discrimination des milliards d'atomes qui ne sont pas ni attractifs ni repoussants. Le même objet, c'est le même objet avec trois perceptions différentes, trois états émotionnels différents, trois sensations différentes qui adviennent en vous. Avec ces trois types de sensations différentes, vous allez vous faire bouger de manière différente. Et avec votre discrimination de la fleur, cela va engendrer quoi en vous? Une sensation plaisante en vous. Cette sensation plaisante va vous faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Et vous avez avoir l'intention. Vous avez une intention. Et donc vous avez l'intention de cet objet. Vous voulez l'avoir, vous voulez l'obtenir. Ça va vous attirer vers l'objet, vers la fleur. Maintenant, quand vous changez votre perception, vous allez voir ces chromosomes tellement repoussants qui vont ressembler à des serpents. Et là, vous allez avoir cette sensation déplaisante. Quelle intention vous allez avoir? De partir. Ça va vous repousser. C'est une répulsion involontaire qui advient. Et donc là, nous sommes tous dans la même salle. Nous sommes avec les parents, les enfants, mari et femme, etc. Le matin, vous allez voir vous allez voir le visage et vous allez avoir des sensations déplaisantes. Est-ce que tu veux une tasse de thé? Ok. Et donc c'est une sensation très déplaisante qui arrive. Et quand vous avez ces sensations déplaisantes qui arrivent, vous ne voulez pas. L'énergie, l'intention, c'est comme ça que ça fonctionne, l'énergie qu'on a qui dépend de ces sensations. Le point ici, quand vous connaissez la psychologie, la façon de cette intention de vous rendre actif, c'est indépendant des sensations. Et les sensations, c'est indépendant des discriminations. Ces discriminations, vous pouvez les changer. Vous pouvez les changer, la discrimination. Le même objet, vous pouvez le voir de cette façon, de trois façons différentes, en tant que fleurs, en tant que des chromosomes, ou en étant des atomes. Ce même objet, vous pouvez l'avoir comme de l'eau, comme H2O, ou comme des électrons, des neutrons et des protons. Et c'est dans votre main. Regardez l'autre personne à côté de vous. Maintenant, tout le monde est tellement sérieux. Surtout Mike, il est très sérieux. Regardez, combien d'entre vous, dans votre vie, est-ce que c'est vrai que la personne que vous voyez à côté de vous a cette forme, ce visage, etc. La personne que vous regardez, cette personne a une forme particulière à laquelle vous souriez, oui. C'est vrai. 1. 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La même personne à qui vous souriez, mais c'est juste un tas d'atomes. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. C'est un tas d'atomes, le même visage, le visage. Je ne parle pas de la personne, mais du visage. Le visage de la personne, c'est un ensemble d'atomes. C'est un tas d'atomes. Je sais que la personne, vous allez parler de l'esprit, mais je parle du visage. Le visage, c'est un ensemble d'atomes. Vous êtes d'accord avec moi? Combien d'entre vous, dans votre vie, vous allez voir la personne, vous allez voir le visage de la personne, on va voir que c'est des atomes. Combien de fois dans votre vie? On ne le fait jamais, on ne l'a jamais fait. On a toujours vu comme étant la personne, super, pas super, etc.
C'est parce que déterminé avec nos sensations qui adviennent indépendamment parce que ne voit qu'une seule discrimination, une seule perspective. Avec cette discrimination, ce que vous voyez, c'est que votre esprit est en train de rejeter, parce que du point de vue de l'objet, il ne peut pas y avoir trois entités. Mais du point de vue de l'objet, on peut le voir de trois façons différentes. En tant que un visage, des atomes, et ça c'est extrêmement contradictoire. Les atomes c'est neutre, alors que le visage plaisant c'est attirant, etc. Et donc les chromosomes c'est tellement si la personne a des problèmes de santé. Imaginons vous enlevez la peau, là ça fait peur. Là vous voyez les globes oculaires qui viennent vers vous, etc. C'est extrêmement horrible. Et puis le squelette. Imaginez le squelette qui bouge et qui vient vers vous. C'est tellement effrayant, mais c'est un film. On est tous des atomes qui sont là. Il y a des squelettes qui sont assis sur des chairs, des squelettes assis sur un coussin, mais c'est vrai. Si vous voyez cela, c'est vraiment vrai. Mais on ne pense jamais, on ne voit jamais les gens comme ça. C'est la réalité. Ce qui est vraiment là, c'est un tas d'atomes. Mais notre esprit et donc là, on n'a pas la conscience qu'on projette. Et numéro 3, c'est que la personne apparaît tellement objective. Et donc, si on savait que ça vient de notre esprit, on ne sourirait pas. Et donc maintenant, dites-moi. Une fois de plus, regardez la personne à côté. Naturellement, ne vous forcez pas, simplement. Combien d'entre vous ne vous forcez pas? Simplement, voyez la personne de manière naturelle. Et de manière naturelle? De manière naturelle. Sans les atomes, etc. Jeanne, regarde Basse comme un tas d'atomes. Jeanne, elle le voit comme un tas d'atomes, ça je peux le voir. Non, ne regarde pas comme un tas d'atomes. Juste de manière naturelle, de la manière spontanée. Très bien. La plupart d'entre vous, vous êtes plutôt avec un sourire agréable. Merci. Maintenant, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Et pensez à la même personne qui vous a fait sourire. Ouvrez vos yeux. Plus personne ne sourit. Parce qu'au début, vous aviez la vision de cette même personne. Maintenant, vous y pensez, vous avez une vision de la personne. Au début, vous, de manière invariable, vous souriez et ensuite, vous ne souriez plus. Pourquoi? Dites-moi. Parce que dans le second cas, ce n'est pas réel. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend par réel? Qu'est-ce qu'on entend par réel? Ce que je vois, c'est juste mon imagination mentale. Ça vient de mon esprit. Et donc, dès qu'on comprend que ça vient de mon esprit, on ne rigole pas. On ne sourit plus. Et pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu n'as pas souri? Et donc je le sais, je te regardais. Tu penses à la personne qui t'a fait sourire. Et ferme tes yeux. Regarde la personne qui te faisait sourire. Et observe, imagine. Et donc, tout le monde regarde Virginie. Virginie, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Et maintenant elle sait que tout le monde la regarde, donc c'est pourquoi elle regarde. Pourquoi est-ce qu'elle regarde? Parce qu'elle pense que tout le monde la regarde. Et donc quand tu penses à une autre personne,
tu ne regardes, tu ne souris pas. Si tu, si tu devais sourire, on devrait t'emmener à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi? C'est vrai. Tu souris et tu penses, et tu parles à ces autres personnes auxquelles tu penses. Je sais ce que tu dis. En effet, c'est vrai. Donc pour Virginie, ce que je voudrais dire, qui est la personne qui t'a fait sourire tout à l'heure? Virginie. Oui, donc comment est-ce que tu as souri? Dis-moi. Comment est-ce que tu souris? Avec un grand sourire. Et maintenant pense à Virginie, 18. Ferme tes yeux et pense à Virginie, 18. Et donc là, le grand sourire, il a cessé. Et le grand sourire, il était là au début, mais ensuite il a disparu. C'est parce que tu sais que ce qui vient à mon esprit, c'est ce que mon esprit est en train de créer. Ça ne vient pas du côté de Virginie. N'interagis pas. Imagine simplement que tu es en train d'interagir avec la personne. Imagine que tu interagis avec la personne. Et maintenant, je vais voir ce que tu fais. Et tu ne souris pas. Et tu peux imaginer interagir avec la personne. Ah, je l'aime bien, etc. Et pourtant, tu ne souris pas. Sachant que cela vient de ton imagination. Que ça vient de ton esprit. Laura? Smiles are not always indications of happy feelings. They can sometimes be indications of like a social, like, don't hurt me, I'm innocent. Donc ça, c'est un autre thème. Donc si on la porte ici, et donc il faut que la retraite de Bodhisattva soit étendue à 10 ans. Comment est-ce que le sourire arrive? Quels sont les types de muscles qui sont tirés? Comment est-ce qu'on les connaît? Donc ça... ce n'est pas assez compliqué. Mais c'est juste par rapport... La fleur est assez compliquée. La fleur est compliquée ou pas? Est-ce que le cheesecake c'est compliqué ou pas? C'est assez simple. Il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, on l'a mangé et c'est terminé. Mais si on veut le faire, mais on peut le faire très compliqué. On peut étendre le cheesecake à 10, 20 ans, ça c'est très facile. On devrait garder la discussion sur laquelle comment les émotions sont en train de venir. On n'était pas en train d'expliquer comment le sourire lui-même advient. Mais ça, on a compris que le fait que le sourire, ce n'est pas un sourire pour pousser les autres, c'est un sourire qui vient d'un sentiment de proximité, etc., d'un sentiment plaisant. Sinon, on brise le contexte, et là, ça peut engendrer tellement de thèmes annexes. Et donc, on va pas essayer de trop s'écarter du sujet. Et donc, dès l'instant où on sait que ça vient de notre esprit, le point, c'est que le même objet peut donner différents types de sensations, différents types d'émotions. Vous êtes d'accord ou pas? La même fleur va engendrer 3 émotions différentes. Et donc, ce qui est en train d'advenir, c'est que la première fois que vous la voyez comme une fleur, il y a une sensation plaisante qui advient en vous. Et ensuite, il y a les chromosomes repoussants. D'une certaine manière, d'une manière grossière, vous allez voir la vacuité de la précédente fleur. Vous allez voir la vacuité de la fleur précédente, et la sensation précédente se dissout. Et maintenant, quand vous voyez la vacuité des phénomènes, quelles que soient les sensations plaisantes, déplaisantes, que ce soit une personne extrêmement mauvaise, etc., hostile, cette personne que j'ai identifiée comme étant une personne extrêmement hostile se dissout. Dès l'instant où ça se dissout, et les sensations inconfortables se dissolvent.
ces sensations déplaisantes se dissolvent. Okay. Quand vous avez identifié une personne comme étant extrêmement hostile, extrêmement mauvaise, mais une très mauvaise personne, je n'aime pas cette personne, je la déteste. Et cette personne peut employer les mots tellement « je te hais », etc. Je le hais, je la hais. Et donc ces personnes vis-à-vis desquelles vous ressentez ces sensations de répulsion, d'aversion, si vous la soumettez à l'analyse, vous voyez que cette personne se dissout, elle disparaît, elle n'est pas vraiment là. Et en d'autres termes, elle n'est pas du côté de l'objet. Et dès l'instant où vous avez cela, l'irritation se dissout. Cette irritation se dissout. Howard? In reality, though, even though that person dissolves, that dissolved person can continue to hurt you. Oh, that's true. C'est vrai. So it's not as if our feelings we can just cut off because we can still feel enmity even. In what way it hurts you? Sorry? In what way it hurts De quelle manière elle te blesse, cette personne? Who's antagonistic to you and they want to continue trying to wound you in one way or another. Say. Okay. And then, okay, so you play a game, you say, okay, I'm going to see that person just as a group of cells and chromosomes and things like that. But that group of cells and chromosomes can continue to do things that, for instance, can make your life unpleasant or something like that. You do not follow what Howard saying? Est-ce que vous avez suivi ce qu'a dit Howard? Vous avez suivi ce qu'a dit Howard et il a dit que c'est un point extrêmement important. Donc, disons. Okay. Et quelqu'un dit, mais Dorje, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire perdre leur temps, leurs gens, et tu es tellement stupide, et là je me sens blessé. Et là vous allez dire à Geshe-la, oh Geshe-la, pensez à cette personne comme étant un tas d'atomes. Et là, la sensation de la perception de la personne se dissout, et mon irritation se dissout. Et donc on va laisser les choses jusqu'au DG. Et après la personne, elle va continuer à me blesser. Et donc théorique, ça va. En pratique, c'est différent. Donc de manière théorique, la première partie. Est-ce que je suis capable de dissoudre le problème ou pas? Le premier épisode. Dans le premier épisode, je suis capable. Vous pouvez appliquer la même chose dans la deuxième, troisième, jusqu'à la 6e fois. La seconde fois, la personne arrive et à nouveau, elle me voit, elle me dit, elle me provoque. Et là aussi, essayez de voir cette personne. Finalement, la personne qui vous blesse n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous vous sentiez blessé. C'est ça le problème. Si quelqu'un vient vous claquer, pourquoi quelqu'un vient vous battre? Bien sûr, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que cette personne me fait du mauvais. Si cela vous engendre de la félicité quand elle vous claque, vous le demanderiez qu'elle vous claque à nouveau. Et donc, le problème, c'est que vous vous sentiez blessé parce que vous êtes persuadé que vous voyez ça comme étant objectivement réel. Ça, c'est la théorie. Maintenant, la manière pratique. Pour la pratique. Mes amis, mes pauvres amis, je me sens tellement enthousiaste, optimiste. Vous devez étudier la vacuité, vous devez réaliser la vacuité. Et dans d'autres pays, il y a tellement de gens qui disent la vacuité, mais de quoi vous parlez? Vous étudiez la vacuité? Mais pour combien de temps? Pour combien d'années? 3 jours, vous allez dire. Et il y a des gens qui vont dire, mais combien d'années? Quelle est votre réponse? On est le quel jour? C'est le 5e, 6e? Ne dites pas 5 ou 6. Ça fait combien de jours qu'on est là? Le 6e? 5. 5? Donc c'est le 6e jour complet. C'est le 5e jour complet. C'est le 5e jour. C'est le 5e jour complet. C'est le 5e jour complet. Et les gens vont dire, ça fait combien d'années que vous étudiez la vacuité? Et Sophie, tu vas dire quoi? 5 jours. Et les gens vont nous rire au nez. Parce que on va dire, mais nous, on est tellement positifs. On s'est dit, on rend les choses tellement attractives. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est un autre extrême. Et donc, pourquoi on est si enthousiaste?
je me sens tellement enthousiaste. C'est un petit peu d'extrême. La vacuité, ça prend des années, mais de quoi vous parlez? Et les geishés, c'est pour les geishés, c'est pour ceux qui étudient la vacuité pendant des années. Ça aussi, c'est un autre extrême. Tout le monde peut accéder à la vacuité. N'espérez pas que ce soit trop facile et que ce soit presque inaccessible. Ce sont deux extrêmes. Soyez réalistes, étudiez, réfléchissez et méditez. Et vous allez voir les effets graduellement. Et certains de mes amis, ils étudient la vacuité avec moi pendant combien d'années? Pour combien d'années? 10 années, 10 ans, 10 jours. Et après un certain temps, ils vont avoir des défis dans l'existence. Et ils vont essayer d'appliquer la vacuité, et ça ne fonctionne pas. Oh, Geshe-la, ça ne fonctionne pas. Mais combien d'années tu as étudié, tu as médité? 10 jours. Et donc, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. Combien d'entre vous connaissent la tuberculose? Combien d'entre vous connaissent la tuberculose? La TB, la tuberculose. La tuberculose, c'est une vacuité. Vous pourriez l'avoir plusieurs mois ou plusieurs années ou un an ou deux. C'est une vague, mais la saisie d'une existence en soi, ce n'est pas quelques mois ou quelques années. Depuis combien de temps on souffre de cette ignorance? Depuis des existences en nombre infini. Comment est-ce qu'on peut espérer que 10 jours de méditation pourraient nous aider? Et même pour la tuberculose, c'est quelques mois. C'est un problème de quelques mois. Vous allez prendre des remèdes pour combien de temps? Pour la tuberculose, le traitement, c'est combien de temps? Pour combien de temps vous allez prendre? 6 mois. Oui, docteur, c'est le docteur qui est là. Pour 6 mois, pas 10 jours. Pas 10 jours. 30 jours multiplié par 6. C'est pour une maladie pour laquelle on souffre pendant quelques mois. Et cette maladie chronique de l'ignorance qui saisit un soi, l'attachement, la colère, la jalousie. Toutes ces maladies chroniques qui engendrent ces souffrances depuis des existences, sans commencement jusqu'à maintenant. Et ça ne peut pas fonctionner pour 10 jours, vous comprenez? Et vous devez continuer cette pratique. Ok, on va s'arrêter ici. Parasangate Bodhiswata